Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Cette fois-ci, avant de raconter mon histoire mystique d'aujourd'hui, je tiens à faire à la grande famille DMG des dédicaces, une anecdote et une proposition. Salut à tous les abonnés de DMG TV, salut à tous les likers, salut à tous les partageurs, salut à tous les commentateurs. Et salut également à tout le staff technique de DMG TV. Salut à tous les narrateurs en général et en particulier l'homme de l'ombre, tonton Alex, les filles du Sud, voire les femmes du Sud, à Léonidas, à la citoyenne africaine. Et avec réserve d'en citer bien d'autres, à la maman qui dit tout le temps plus de bénédictions. J'ai une petite remarque à mettre à votre connaissance. La conclusion de l'histoire 2 à l'épisode 827 répond au lynchage, à la lapidation et aux accusations que vous m'avez faites en commentaire à l'épisode 828 à mon histoire numéro 1. Ajouté à ça, j'aimerais que la grande famille DMG comprenne que je suis dans un service d'État. Et là où je me trouve, on ne commente pas ce que font les supérieurs, voire ce que font les boss. Donc, vous avez le devoir de regarder, d'observer sans commenter les faits et gestes de ceux-ci. En plus, les affaires mystiques ne se résolvent pas comme certaines personnes croient. On est tous conscients qu'à proximité de chez nous, on a des marabouts, des féticheurs qui empoisonnent, tuent, donnent la mort et bien d'autres faits maléfiques, tels que des envoûtements et consorts. La question qu'on devait se poser est pourquoi ces gens-là ne sont pas mis aux arrêts par les autorités. Tout simplement parce que les faits mystiques ne se jugent pas comme si on jugeait peut-être un voleur physique qu'on a arrêté ou un tueur physique qu'on a arrêté. Les faits mystiques, c'est ta parole contre la parole de l'autre. Et ensuite, et en plus, tu peux te retrouver la cible de certaines personnes, certains féticheurs, certains occultistes, certains sataniques, tout simplement parce que tu as voulu dévoiler, dénoncer ce qu'ils faisaient dans l'obscurité. C'est-à-dire, comme certaines personnes disent souvent ici, donc tu m'as vu, tu veux montrer que tu m'as vu, tu es plus fort que moi dans le jour, dans la journée, donc je vais donc te montrer maintenant dans la nuit. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui ressort du mystique que tu vas aller directement dénoncer. Parce que tu dois prouver, tu n'as pas aller dénoncer, tu n'as pas aller dire par exemple que quelqu'un a pris le mouchoir, il a nettoyé les pas de X ou Y, il est certainement allé faire ceci. La seule chose que tu dois faire quand tu vois un truc comme ça, c'est de mettre la personne, mettre la situation en prière pour ne pas que le pire arrive. Et c'est ce que j'avais fait. DMG, je suggère également par la même occasion que vous nous fassiez un site de commentaires audio. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent pas lire le français. C'est ainsi que beaucoup de choses les échappent. Et pourtant, s'il y a des commentaires audio, tout le monde va se débrouiller, même s'il faut traduire ce qui a été dit. Chacun saura dans quelle position qu'il est selon les dits des uns et des autres.
Ceci concernant l'histoire mystique que cette personne-là nous a racontée. Bien, je vais passer à mon histoire que j'ai intitulée « Le fantôme du gérant de la salle de jeu ». Cette histoire se déroule dans une ville de la région de la Damawa au Cameroun. C'est l'histoire d'un monsieur qui était tellement riche, avec beaucoup de biens immobiliers, notamment des hôtels, des auberges et des salles de jeu. C'est ainsi qu'il était allé au village chercher son neveu pour venir gérer une de ces salles de jeu. Ce neveu-là, qui était un grand frère pour nos quartiers, était connu pour sa gentillesse, sa sympathie et tout ce qui va avec le savoir-vivre. À l'accoutumée, quand il arrivait à la salle de jeu, il nettoyait, il faisait le ménage, il astiquait les appareils, il balayait, il faisait le ménage, il nettoyait le sol et tout était toujours propre à l'endroit où il se trouvait. C'est ainsi qu'un jour, il a emprunté une moto pour aller prendre une pièce pour le dépannage d'un appareil qui était en panne. Ceci sous la demande de son oncle. Arrivé dans un carrefour, étonnamment, pendant qu'il passait et que d'autres véhicules et motos attendaient, il y a une voiture qui est sortie de la ligne et venue le percuter. C'est ainsi qu'il frappa la tête au sol, qui s'éclata et il perdit la vie. Je vous épargne les détails de l'horreur de la scène où il avait perdu la vie, puisque cette voiture-là n'était pas à la suite montée sur lui et passée. Le monsieur qui l'avait donc percuté mortellement a été finalement mis aux arrêts. C'est ainsi qu'il a expliqué que lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il voulait s'arrêter comme les autres dans ce carrefour pour permettre à la moto de passer. Mais ses mains étaient comme bloquées. Donc tous ses mains étaient comme bloquées, mais le système fonctionnait tout seul. C'est ainsi qu'il a vu la voiture accélérer et aller percuter cette moto-là. Mais il s'avérait, je vais dire peut-être chance pour lui, que c'était un cousin éloigné, vu que les deux parents, dont l'oncle du gérant de la salle de jeu qui était décédé et le jeune qui avait percuté ce gérant de la salle de jeu là, était dans la même association des ressortissants de leur localité. Cette tribu là ici au Cameroun a très souvent tendance à faire des rites de telle sorte que les morts par accident ne sont pas des morts simples, ce sont tout simplement des morts mystiques. C'est ainsi que les intéressés sont donc allés regarder et ils ont compris que c'était l'oncle qui avait envoyé son fils devant, qui avait vendu son fils, qui avait donné son fils en sacrifice dans les rituels de la loge satanique qu'il faisait, dans laquelle il était quoi. Notamment avec le père du jeune homme qui avait donné involontairement la mort au neveu de ce monsieur. Donc pour comprendre que tout avait été planifié dans le mystique, de telle sorte que ça doit tourner autour de leur famille pour que la situation soit gérée dans les coulisses. Donc ainsi qu'on avait donc libéré le monsieur et ils ont donc décidé de gérer en famille, de prendre tout sur eux les responsabilités des obsèques et consorts. Un fait marquant dans cette tribu-là ici au Cameroun est que c'est comme c'est très normal la vente des âmes pour s'enrichir. Puisque des fois tu es là, quelqu'un même a le courage de venir te dire que bon, tu as plusieurs enfants, tu as tel nombre d'enfants, si tu vendais 2 ou 3, ils font souvent ça comme c'était l'amusement, mais alors qu'au fond, ils sont très sérieux. Si tu vendais 2 ou 3, tu envoyais 2 devant, tu devais être riche et puis avec cet argent, tu devais soutenir le reste des enfants vivants. Donc pour eux, c'est comme c'est très normal, la vente des âmes, comme je le disais tantôt, pour s'enrichir. Bien. Par la suite, ce gérant de salle de jeu-là a commencé à apparaître aux gens au quartier, notamment qu'est-ce qu'il faisait au lever du jour. Donc entre le jour et la nuit, donc 5-6 heures, on le voyait là. Pour ceux qui sortaient très tôt, on le voyait là en train de balayer la devanture de la salle de jeu en question. C'est ainsi que les gens qui le voyaient tout apeurés désertaient souvent le carrefour à 16 heures là pour contourner. Puisque cette salle de jeu était placée dans un carrefour. Et les uns et les autres qui le voyaient ont commencé à dévoiler, donc à dénoncer ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce que ça parvienne dans les oreilles d'un spirituel
à qui on avait demandé une solution pour cette affaire. Le spirituel était donc venu là très tôt un matin et il a effectivement trouvé ce gérant de salle de jeu là en train de balayer la devanture de la salle de jeu en question. Et c'était en saison sèche, dont la poussière se levait pendant qu'il balayait. Le spirituel lui demande: que fais-tu là? Est-ce que tu devais être là? Il dit: je suis là où mon oncle m'a amené. Le spirituel lui dit que mais tu ne vois pas qu'en balayant comme ça tu fais trop de poussière? Il dit: ok, j'ai compris. Je vais donc aller chercher un peu d'eau pour venir arroser afin de continuer à balayer selon la tâche que mon oncle m'a donnée. C'est comme ça qu'il a pris la route comme s'il partait derrière la maison pour aller au puits puiser l'eau. Et jusqu'aujourd'hui, il a disparu. Cette histoire remonte à plus de 20 ans. L'histoire que je vous raconte là, ça remonte à plus de 20 ans. Si des gens vont me reconnaître ici, ils sauront l'endroit où cette histoire s'est passée au Cameroun, dans une ville de la région de la Damawa, effectivement. Bon, par la suite, le spirituel, avec son expérience, a donc fait asseoir les intéressés et il a donc expliqué tout ce qui s'est passé et que simplement le gérant de la salle de jeu dont le fantôme venait apparaissait aux gens. Il fallait simplement qu'il se dégage, qu'il se confie pour qu'on sache comment il est parti et par qui il est parti. Voilà donc que pour de l'argent que certaines personnes prennent plus que Dieu, nos parents, amis et connaissances sont prêts à nous sacrifier, à nous donner en sacrifice, à nous donner en rituel. Donc, famille DMG, prions le Dieu Tout-Puissant afin d'avoir l'esprit de discernement pour ne pas être la cible de ce genre de personnes, mais plutôt de prendre des dispositions pour les combattre, voire de les éloigner de vous. C'était l'histoire que je tenais à partager à la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Kribo, Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste à nouveau pour les deux mondes partage, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul Guéry de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée La vie des initiés. Cette histoire se déroule dans un village de la région de l'Est Cameroun. Bien, dans mon village maternel, il y a des rituels qui consistent à initier des personnes. Bref, les spirituels, les traditionalistes qui en connaissent et qui ont la vision, prennent certains jeunes hommes au moment venu, ils entrent dans la forêt, ils font plusieurs mois et ils font des rituels là-bas où on les lave avec des écorces, des feuilles, des plantes, tout ce qui va avec. Et au sortir de là, on vous attribue un totem. Et notamment, c'est un totem de chasse la plupart du temps. Donc, vous pouvez avoir comme totem une panthère, un jaguar, un puma, bref, les guépards, bref, les animaux féroces, les animaux, les carnassiers, ceux qui se nourrissent essentiellement de la viande et qui chassent franchement le gibier. Donc, c'est ces animaux-là qu'on vous attribue comme totem. Et en ce qui concerne le lion, comme j'évite, je suis en train d'éviter, si vous avez remarqué, l'initiation est un peu plus sérieuse. Donc, des fois même, vous pouvez laisser votre peau quand on vous initie. Donc, après l'initiation, comme je disais tantôt, les initiés reviennent donc au village et ils mènent une vie de chasseurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où je vais m'arrêter dans cette histoire. Bon, ces gens-là, notamment, ne consomment pas de légumes, uniquement la viande. Quand il vient chez toi, tu prépares les légumes, il n'est pas avec toi, il ne mange pas. Mais si c'est la viande, oui, d'accord, il mange la viande. Il va à la chasse, il n'a ni fusil, ni outil pour tendre les pièges, mais il revient avec une grande quantité de gibier. Quelqu'un peut revenir avec 3, 5, plusieurs gibiers, lui seul, sans piège, sans aller avec tant d'un piège, ni avec une arme de chasse. Voilà donc un citadin qui vient dans le village dernièrement, dans des années passées, des années antérieures là, quoi. Il remarque donc ça, il remarque que son frère du village, un de ses frères du village, a pour habitude d'entrer en forêt sans armes
ni outils pour aller tendre les pièges, mais il revient toujours avec le gibier. Il se met donc à poser la question. Il interpelle son frère, il pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu vas toujours bras ballants, mais tu reviens avec le gibier? Quel est ton secret? Le type dit que si je te raconte, tu ne vas pas croire. Seulement que ça, ce ne sont même pas les choses qu'on raconte. C'est seulement qu'il faut voir pour croire. Il dit non, moi je suis curieux, je veux voir, je veux voir. Il dit bon, si tu es trop curieux, on ira donc en forêt demain et tu verras donc ce que tu veux voir. Il dit oui, je suis curieux, je veux voir. Son frère, même l'initié, se disait que peut-être dans tes blagues que ça va passer. Mais le lendemain, le voilà qui s'est vêtu en habit de brousse. Il dit donc, c'est lui qui interpelle même l'initié que allons, allons, allons. Les voilà donc qui entrent donc en forêt. Ils entrent en forêt, arrivés devant un grand arbre, un tronc d'arbre. L'initié lui dit attends-moi là. Et quand l'initié lui dit attends-moi là, ne bouge pas. Il était comme hypnotisé par la parole de l'initié. L'initié passe donc derrière l'arbre. Après, le citadin voit un bond, deux bonds. Donc il a cru voir. Donc néanmoins, il a vu une panthère géante passer à deux bonds. Donc quittant derrière l'arbre où il est passé, sur le côté droit, pap, pap, il est entré dans la forêt. 5 à 15 minutes plus tard, comme le citadin aimait le facoucher, il est là, statique, là on lui a demandé, attends-moi là, ne bouge pas. Il revoit encore, pap, pap, donc en deux bonds, la panthère géante qui revient se placer derrière l'arbre. Et quand, au sortir de là, quelques secondes après, il voit que c'est son frère du village qui sort là avec un costaud facoucher du gibier. C'est où, bon, allons-y dans mon village maintenant, c'est où l'inoptisé, le citadin, revient à lui. Mais néanmoins, il a vu tout ce qui s'est passé. Il rentre au village, il n'a plus dit mot. Il était ébahi, tranquille, mais effrayé aussi par ce qu'il avait vu. Ils arrivent dans le village et on lui pose donc la question. Les autres villageois qui savaient, lui posent donc la question que tu as donc vu ce que tu voulais voir. Il ne dit rien, il est dépassé. On lui fait donc son facoucher, il mange. Il passe toute la journée à regarder son frère du village étant tout épeuré. Bon, le soir alors, son frère lui dit viens. Donc l'initié lui dit viens, assieds-toi là. Donc tout ce que tu as vu est réel. C'est ça qui consiste mon initiation et ça qui fait en sorte que ça réponde à la question du fait que j'entre en forêt sans rien, donc bras ballants, mais je reviens avec le gibier. Tu es satisfait maintenant, donc tu peux te dépasser, le citadin était dépassé. Et que il lui fait donc comprendre, l'initié ajoute que franchement c'est parce que tu es mon frère, mais notamment quand quelqu'un est trop curieux comme ça là, des fois je peux entrer avec, c'est un ami, c'est quelqu'un qui n'aime pas de la famille, et je laisse parler à moi mon instinct animal qui se sent en danger et je lui donne la mort. Donc je lui donne la mort, je le dévore là-bas, je mange là-bas, je l'avale là-bas, je finis de le digérer là-bas avant de revenir au village et on n'en parlera plus. On va le chercher pendant des années alors qu'il a fini dans mon ventre. Donc c'est parce que tu étais mon frère et j'ai mis plus l'instinct de simple animal en moi. C'est pour ça que l'instinct du simple animal c'est quoi? C'est que quand l'animal voit l'homme, la première chose donc qui passe dans l'esprit ou bien dans la tête de l'animal, c'est de fuir. Sauf si je mettais mon instinct d'animal sauvage. Donc j'ai simplement mis l'instinct d'animal. Et je suis parti. Mais quand je reviens, je mets mon instinct d'animal, toujours mon simple instinct d'animal, mais déjà avec avec l'esprit humain. C'est pour ça que je reviens vers toi. Mais quand je te tourne le dos pour partir, comme tu m'avais fait les deux bons pour entrer en bout, vous savez que j'ai mon instinct d'animal sauvage, mais de chasse. Je n'ai même pas l'instinct d'animal féroce devant pour te dévorer en question. Donc c'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer à son frère le citadin. Voilà, donc il continue en disant que dans l'initiation, après l'initiation, comme ça, ils vont donc mener leur vie de chasseur, d'animal féroce. Il va chasser jusqu'à ce que l'âge arrive qu'il doit mourir. Et quand il meurt, il ne meurt pas devant les gens. Il entre en forêt un jour. Il va comme ça en forêt et il avance. Le tronc d'arbre qu'il a vu, sur lequel il passe pour se transformer, il entre dans son esprit d'animal, entre dans ce tronc d'arbre et ce tronc d'arbre sèche. Ça tombe donc. Et une fois que ça tombe, c'est les termites qui commencent à manger, à ronger ce tronc d'arbre. Et ces termites prennent la direction de l'eau. Et ils vont se faire manger à leur tour par des poissons. Donc c'est donc comme ça que la vie d'initié s'achève.
Donc, il a donc mis ça à la connaissance de mon frère citadin à l'époque. Et mon frère citadin a donc gardé ça. Et c'est lui qui passait son temps à raconter cette histoire jusqu'à nos jours, jusqu'à qu'il soit vieux comme il est déjà vieux. Et là-bas, assis au village avec les autres frères. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était s'agit de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain reste annuel pour les deux mondes, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Alors, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens vous raconter une nouvelle histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au Cameroun. Voilà. Comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas camerounaise, mais j'ai grandi là-bas. Donc, voilà, c'est là-bas que j'ai connu ce qu'on appelait même sorcellerie. En gros, parce que dans mon pays, quand j'étais dans mon pays, j'étais encore très petite. Et voilà, je suis venue, c'est là-bas, c'est au Cameroun que j'ai grandi. Et j'ai connu certains trucs que ça m'a, des trucs qui m'ont ouvert les yeux, en gros, voilà. Alors, il faut savoir que je suis musulmane et comme tout bon musulman, quand on est encore petit, nos parents nous mettent à l'école coranique. Alors, je partais à l'école coranique avec mes voisins et je partais habituellement, je partais avec moi, ma petite soeur, ma voisine et son petit frère. Et donc, on était à quatre, mais j'étais la grande soeur parmi tous. Mais un samedi, puisqu'on partait les week-ends, donc un samedi, on est allé à trois, donc moi, ma voisine et son petit frère. Et on avait l'habitude normalement de prendre des raccourcis pour y aller. Et on partait deux fois dans une journée. Par exemple, le samedi, on va aller de 7h à 12h et on part de 14h à 16h ou 17h. Donc, c'est comme ça que un jour, on s'est levé comme tout samedi ou comme tout dimanche, mais ce jour-là, c'était un samedi. On s'est levé, on allait à l'école coranique le matin et on rentrait euh, à, à partir de 11h, on était en train de rentrer. Et ce jour-là, en rentrant, on s'est dit non, on ne va pas prendre le raccourci, mais on va marcher. Vu que la route, on a pavié la route, donc on va prendre la longue route pour rentrer à la maison. Et vous savez, quand tu es encore petit, quand vous prenez la longue route et que c'est bien pavié là, vous faites même les courses en route, vous jouez en route pour vite arriver à la maison. Voilà. Donc, c'est comme ça que, vu que c'était comme de chez moi à l'école coranique, c'était comme 30 à 25 minutes. Donc, c'était pas trop loin. Quand tu marchais vite, c'était plus trop loin. Vous voyez un peu. Donc, je préfère taire le nom du quartier, mais en tout cas, c'était vraiment une bonne route. On prenait la route tout droite, on arrivait. On arrivait vite à l'école coranique et tout et tout. Désolée pour trop de détails, c'est pour un peu vous mettre dans le bon contexte. Alors, c'est comme ça que ce jour-là, on décide de prendre la route droite jusqu'à arriver à la maison. Et quand tu prends la route droite pour arriver à la maison, c'est comme tu arrives jusqu'à vers la grande route. Et là-bas, il y a, vous savez, souvent les benzikeneurs, comme on dit au Cameroun, et les motomanes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi benzikeneurs, c'est les motomanes. Du coup, ils se regroupent un peu sur la route pour prendre les gens et les faire entrer dans le quartier et tout, et tout, et tout. Du coup, ce jour-là, on prenait la route pavillée. On a couru, on marchait, on jouait jusqu'à arriver à un niveau où on devait comme tourner. C'était un virage un peu. Donc, on tournait. Du coup, on a vu sur le sol, il y avait comment dire, une calebasse et il y avait comme de l'huile rouge dans la calebasse et autour il y avait des pièces, plein de pièces d'argent, des 25, des 100 francs, en tout cas des 100 francs, des 25, des 50. Il y avait plein d'argent, comme des pièces comme ça au sol. Et il y avait aussi des œufs, une poudre blanche comme ça là, qu'on a mis au rond. Il y avait aussi même la cola. En tout cas, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et devant, face à tout ce truc-là qu'on avait vu, face à ça, il y avait le boutiquier, vu que c'est notre route un peu d'habituel, donc on connaissait déjà le boutiquier qui était là-bas. C'était une petite, vous connaissez les petites pharmacies du quartier là, donc voilà. C'était vers là-bas que le monsieur là était. Du coup, il nous dit, ah, ne touchez pas à ça, hein, ce sont les trucs de la sorcellerie et tout. Bon, nous, on ne connaissait pas. Nous, on a seulement vu, on s'est genre, on était devant, on connaissait pas des trucs comme ça et on n'a pas non plus touché hein, parce qu'il nous avait dit ne touchez pas et tout, c'est dangereux. Les gens font la sorcellerie et tout.
On était là, on observait et tout. Et vous savez, il y a toujours dans un quartier un persécuteur que tout le monde connaît parce qu'il vous porte fréquemment, du coup, il vous connaît. C'est comme ça que le persécuteur là, par chance, il est passé, ou on peut dire par malchance, il est passé vers cette route-là et il s'est arrêté pour saluer celui qui vend les médicaments, le monsieur qui vend les médicaments et tout. Et c'est comme ça que celui qui vend les médicaments lui dit, regarde où les enfants là, et les gens sont venus verser le truc de sorcellerie là et tout et tout et tout. Et puis maintenant, il se rapproche de nous avec sa moto, il garde sa moto, il descend. Et là, il commence à voir les trucs. Il dit que, mais vous avez peur de quoi ramasser? C'est là où le tonton a dit que ne ramassez pas les pièces là, c'est dangereux. Et c'est là où le benziqueur lui a dit, moi quoi dedans, je vais prendre. Je vais prendre ça, ça fait quoi? Je vais aller prier dessus, ça va passer. Il faut savoir que le benziqueur là, lui, il n'avait pas froid aux yeux, hein. Il a pris, lui, il a ramassé toutes les pièces. Et c'est comme ça que lui, il a fait son chemin. Il a dit, bon, lui, il va partir. Déjà, le pays, les galères, qui va voir les pièces et laisser, même s'ils vont faire la sorcellerie avec, pour lui, il y a quoi dedans? C'est comme ça que le monsieur, là, il a ramassé toutes les pièces. Le Ben Skinner a ramassé toutes les pièces. Il a versé dans sa poche et il partait lui tout doucement. Il a vu que ben, la route était bien, mais il roulait tout doucement. Et nous-mêmes, on devait prendre le même chemin que le Ben Skinner. Mais nous, on s'est dit, bah, on va marcher à pied, hein. On faisait des petites courses et tout, et tout, et tout. Lui, le Ben Skinner, il roulait vite. Et c'est comme ça que, bon, il roulait pas trop vite. Mais la moto et les pieds, c'est différent. Du coup, bah, il est passé. Et c'est comme ça que nous aussi, on partait vers le même chemin. Bref, il y avait les gens sur la place, hein, mais comme on a ignoré, nous, on est parti, on a continué notre chemin. Et arrivé à un niveau, genre, arrivé vraiment vers la route, on voit beaucoup de gens, on voit beaucoup de personnes, bon, plusieurs personnes en gros, qui étaient regroupées sur une place comme ça. C'est là où on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là où on court pour aller voir aussi ce qui se passe. On est curieux. On voit que c'est le Benziquena de tout à l'heure là qui a ramassé les pièces qui est tombé là-bas. Genre, il a fait l'accident. Genre, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il a fait l'accident. Il est tombé. C'est là où on se rapproche de lui, on voit, les gens sont là, ils le voient et tout. Monsieur, vous allez bien et tout, on vient le soulever et tout. On dit, vous ne pouvez pas rouler doucement, nanana. Il nous regardait, hein, mais c'est comme si, quand tu le regardais dans les yeux à un moment, tu sais, c'est comme si il est dans ce monde, mais il n'est plus. Déjà, il avait un regard bizarre, un regard que je ne vais vraiment jamais oublier de ma vie parce qu'il avait vraiment un regard bizarre en fait. Quand tu voyais ses yeux, tu sentais que peut-être il était touché par l'accident, mais comme il était assis parce que il était couché, mais les gens sont venus le faire rasseoir et tout. Mais il n'était plus là. Il s'était fait très mal aux pieds. C'est comme ça que les gens le portent. Ses frères Beskiner viennent l'aider. L'autre prend sa moto et part à l'hôpital. Bon, nous, on s'était pas mis dans la tête que peut-être c'est pas ça. Peut-être vous connaissez les Beskiner. À un moment, quand la route est bonne comme ça, ils roulent vite. C'est comme ça qu'ils font des accidents. Nous, c'était comme ça qu'on s'était mis, vu qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait. On n'avait pas fait le lien, en fait. Bref, c'est comme ça que il est parti et tout. Du coup, le dimanche, on est allé on est allé à midi à l'école coranique et tout. Pardon, le samedi même, quand on est rentré, vu qu'on fait aussi l'école coranique à midi, à 14 heures, on est allé à 14 heures et à 16 heures qu'on a fini, on est passé encore vers le même chemin. On allait voir le tonton qui vendait les médicaments. On lui a raconté que voilà le monsieur là qui a fait l'accident et tout et tout. Lui s'était dit peut-être il a pris ça comme nous. Il roulait vite et tout. Bref, c'est comme ça que le dimanche matin, on part à l'école coranique, on rentre, cette fois-ci on prend le raccourci, on rentre chez nous. Et à 14 heures, on part à l'école coranique, à 16 heures, on rentre et on passe vers le tonton qui est qui vend à la petite pharmacie du quartier. On le salue et tout. Et le tonton du quartier nous dit, c'est comme ça que le tonton du quartier nous dit, est-ce que vous savez que le tonton qui a ramassé l'argent la dernière fois là, il est mort? Nous étant tout étonnés, on lui dit, mais comment ça il est mort? Comment ça il est décédé? Et puis il a dit, ah, l'accident d'hier a fait qu'il est mort. Pourtant, il n'avait même pas fait l'accident très grave, mais j'ai compris qu'il était décédé. Nous, on décide maintenant de passer vers le chemin qu'on est passé hier où il y a eu l'accident. Et les gens étaient là en train de parler. Ah, il a fait l'accident, il y a un petit accident comme ça, il est décédé. Nanani, nanana. Il s'est même pas tapé la tête, il n'y avait fait même pas l'hémorragie, il n'y avait rien. Comment ça, il est décédé? Peut-être c'est la faute des infirmiers là-bas à l'hôpital, ils l'ont peut-être injecté un truc qui n'était pas bien et tout. C'est comme ça que, euh, en tout cas, le temps passe et tout. C'est là où on apprend que
avant genre le jour qu'il décédait, le dimanche, parce qu'il est décédé un dimanche. Et c'est comme ça qu'après des mois maintenant, on comprend aussi dans le cas que le jour qu'il décédait, donc le dimanche qu'il décédait, il racontait des trucs bizarres. Genre, je pars, je serai là-bas, je vais aller travailler là-bas, j'ai fait ce qu'il ne faut pas. Donc, il racontait des trucs vraiment bizarres, bizarres, bizarres. C'est comme ça qu'on a aussi appris dans le quartier. Donc, c'est après maintenant que quand j'ai grandi, je me suis dit, ah, peut-être c'était à cause de ça, peut-être c'est à cause des pièces qu'il avait ramassées, peut-être c'est à cause de ça, vu que le tonton là, nous avait dit de ne pas toucher, lui là, il a ramassé et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà ma petite histoire. Donc, faisons vraiment attention. Écoutons les grandes personnes, vraiment écoutons. On dit que quand une grande personne te parle, écoute-le. Parce que où il se positionne, même si toi tu montes sur la montagne, tu ne vas jamais voir ce que lui il voit, même s'il est au-dessous de toi et que toi tu montes à la plus grande colline, toi l'enfant tu montes sur la plus grande colline du monde, tu ne vas jamais voir ce que lui qui est ici en bas voit. Donc vraiment, faisons très attention à nous protégeons nos enfants, faisons beaucoup de prières, faisons beaucoup, beaucoup de prières pour notre famille et pour toute la communauté. Voilà. Donc, merci DMG, merci à toute la famille et voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, comment tu vas? Bonjour à la communauté DMG, likez, partagez. DMG, j'ai une autre histoire là que j'aimerais raconter. C'est une histoire qui m'est arrivée en 2014. Je venais d'avoir ma fille. Au niveau du pont Élie Douala. Au niveau du pont Élie Douala, j'étais placée là, je voulais prendre le taxi aux environs de 14 heures. C'est comme ça que un monsieur vient garer la voiture. Quand il gare d'abord, puisqu'il y avait le taxi à mon niveau. Il gare en haut. Il commence à faire les signes de la main, puisqu'il y avait plusieurs jeunes filles. Moi, je ne regardais pas, mais puisqu'il y avait plusieurs jeunes filles, je me suis dit que peut-être qu'il attendait sa copine. Ok. Moi, je ne montais pas. Les autres filles montaient une à une pour aller demander si c'est elle que le monsieur appelle et tout. Je voyais, il était toujours garé. Et puis à un moment, l'embouteillage s'est décanté. Il a fait marche arrière, il est venu garer devant moi. Puisque où moi je partais, je ne sais pas trop pourquoi on ne me prenait pas. Mais les voitures qui étaient garées, les taxis qui étaient garés là sont tous partis. C'est comme ça que il gare là, il me dit bonjour, jeune fille, il dit bonjour. Je rappelle que je venais d'accoucher. Donc, j'avais encore le saignement de l'accouchement. Je partais faire les remèdes. Je partais prendre les remèdes du bébé chez une tante à moi du côté de soi. C'est comme ça que le monsieur m'appelle. Oh, bonjour ma chérie. Oh, tu es très jolie. Il dit merci. Il me dit qu'il veut qu'on parle. Si je peux monter dans la voiture, il veut qu'on court. Je lui dis, je ne peux pas monter dans votre voiture, mais si vous pouvez descendre, comme ça on court. C'est comme ça que le monsieur, il descend de sa voiture. Quand il descend de sa voiture, on se place là au niveau du pont, il y a les garde-fous là, on s'adosse sur un garde-fou. Et puis, le monsieur commence à faire la conversation. Il me dit, oh ma chérie, tu es très jolie, j'aimerais bien t'aider parce que quand je te vois, je vois que tu as beaucoup de problèmes et que tu as besoin d'un soutien financier. Je regarde le monsieur. J'ai dit, ça m'en a mon cœur, puisque ma grand-mère passait le temps à nous dire à la maison que moi j'ai grandi avec ma grand-mère, que les longs yeux ne sont pas bien. Quelqu'un vient ici avec le serpent dans le ventre, il va gérer son serpent seul. Je reste, regarde le monsieur. Quand je regarde le chapeau qu'il porte sur la tête, il dit, mon mon cœur, que même en économisant un an, je ne peux pas acheter le chapeau là. Celui-ci vient me draguer pour faire quoi? Après, je lui dis, ok, j'ai compris monsieur. Et l'aide que vous pouvez m'apporter, c'est quoi?
Il me demande d'abord que... Il me dit que non, je ne veux pas quelque chose de difficile. Je ne veux pas quelque chose qui va te coûter beaucoup d'énergie. Tu as quelque chose qui peut m'aider. Et moi aussi, j'ai les finances qui peut t'aider à décanter ta situation. Je lui dis, ok, je vous écoute. Si ce n'est pas quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts, dites-moi. Il me dit, j'aimerais que chaque mois, quand tu vois tes menstrues, le jour où tes menstrues sortent beaucoup, tu emballes dans un plastique noir, tu m'appelles, je viens. Le montant que tu me demandes, je te donne. Je dis, hey, je reste tranquille. Je rappelle qu'à l'instant où le monsieur et moi, on était en train de parler, j'ai saigné encore, j'avais le saignement de l'accouchement et les femmes, ils connaissent, les femmes qui ont déjà accouché connaissent le saignement, la semaine après l'accouchement, comment la femme saigne abondamment quand elle a accouché. Je rappelle que j'avais encore le saignement. Je dis, hey, l'homme si reste avec tous les problèmes que j'avais dit. Je dis, ok monsieur, je prends la carte. Après, il me dit que ne t'en fais pas, même si tu ne peux pas donner ton propre sang, tu peux prendre le sang de quelqu'un d'autre. Si tu as une soeur à la maison, une tante, quelqu'un à la maison qui saigne, tu peux prendre son sang et me donner. Ça ne dérange pas si tu ne veux pas donner pour toi. Je reste tranquille. Je dis, ok, monsieur. Je voulais préciser que dans la maison familiale où je vivais, on était peut-être 7 femmes. Et chez nous là-bas, c'est genre, si je commence à saigner aujourd'hui, dès que j'ai fini, une commence, dès que l'autre finit. Donc, ça faisait souvent comme si on se contaminait. Dès qu'une personne commence à saigner, les autres vont seulement suivre. Donc, ce ne sont pas les garnitures à donner qui me manquaient, mais c'est la crainte de Dieu qui a fait en sorte que, pour dire vrai, c'est la crainte de Dieu qui a fait en sorte que je ne le fasse pas. Je n'ai jamais appelé le monsieur. Quand il m'a même donné son numéro, je suis arrivée chez ma tante et puis j'ai jeté le numéro, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai perdu le numéro. Je reste. Un autre jour, je pars en boîte. Peut-être qu'un mois après, je pars en boîte. J'avais déjà quand même arrêté de saigner. Je venais d'accoucher toujours. Je pars en boîte avec des amis. Je voulais entendre que je suis une jeune fille. Oh, je peux aller en boîte, patati patata. Ah, je suis jeune. J'arrive en boîte avec les amis. Bon, pour dire, c'était ma première fois d'aller en boîte. Je voulais aussi faire comme les jeunes filles font. J'arrive en boîte. Il y a une table en face, table VIP. Il y a un monsieur là assis avec d'autres messieurs et une fille. Je reste. Quand on entre, le monsieur commence à faire les gestes à notre groupe, puisqu'on était 4 filles et 2 garçons. Une de mes tantes qui m'avait mis c'est elle qui m'avait mis dans le groupe pour qu'on aille. Elle m'a demandé qu'on sorte aussi pour se changer les idées. Avec une de ses copines, en tout cas avec ses copines et un autre gars d'une de ses copines. C'est comme ça qu'on arrive. Le monsieur commence à faire les gestes. Puisqu'il y avait 2 qui étaient en couple et 2 qui n'étaient pas en couple. On se dit donc que peut-être c'est l'autre fille, parce que moi, je ne me voyais pas, en fait, je ne me voyais pas, en tout cas, je n'avais pas cette idée-là que j'étais très jolie. À cette époque-là, je n'avais pas cette idée-là que j'étais jolie, que ce genre d'homme peut m'accoster. C'est comme ça qu'on reste. On ne réagit pas au geste du monsieur. Et puis, à un moment, je bois. Et puis, j'ai envie de pisser. On me montre les toilettes du côté de Bastos, là-bas. On me montre les toilettes. J'arrive aux toilettes. Quand je pars aux toilettes, le monsieur vient aussi aux toilettes en pensant que j'étais en train de lui faire le signe pour qu'il me suive. Quand j'entre aux toilettes, il entre aussi après moi. On se tamponne puisque j'avais fini d'uriner. Quand je veux sortir, c'est là que lui aussi, il ouvre les toilettes et dit hey, « Bonsoir, monsieur, bonsoir. Tu es déjà en train de partir? » Je dis que oui, je suis déjà en train de rentrer. « Non, je voulais qu'on cause un peu. Je voulais un peu causer avec toi et qu'on s'échange de numéro. » Il dit « Ok. »
qu'on se change de numéro. On se change de numéro. Il dit que tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est seulement se changer de numéro parce qu'avec ce volume, je ne vais pas entendre ce que vous allez dire et vous-même, vous n'allez pas, on ne va pas pouvoir bien parler. On a changé de numéro, chacun a pris sa route. Il est parti sur sa table, moi aussi, je suis allée sur ma table. 2 jours après, comme il avait pris mon numéro, il m'appelle. Il me dit qu'il veut qu'on se croise, comme ça qu'on se donne rendez-vous quelque part là, à côté, au quartier. Dans mon quartier de l'époque, on se donne rendez-vous là, dans un restaurant. Quand il arrive, il me dit, oh, tu es très jolie, comme d'habitude. Oh, j'aimerais vraiment, je t'ai vu, tu es très jolie. Tu as un truc qui attire et j'aimerais t'aider à briller plus. Je voudrais, je ne sais pas si ce que je vais te proposer va te sembler bizarre, mais je voudrais te faire que tu brilles plus. Je dis, ok, je vous écoute. Si c'est quelque chose en rapport avec ma beauté et mon épanouissement, je suis à votre écoute. Le monsieur me dit, je ne sais pas. C'est ce genre de choses, je ne sais pas si c'est la malchance ou c'est quoi. Le monsieur me dit qu'il a besoin que je fasse un truc aussi. La même chose que l'autre monsieur m'avait dit, mais c'était autre chose de différent. Mais maintenant, lui, il voulait mon slip ou les pertes blanches ou l'écoulement qui est blanc chez la femme là. Quand elle veut déjà saigner, ça sort un peu en une quantité, un genre là. Il m'a demandé de donner ça, de lui donner ça, même 2 fois par mois. Il m'a sorti l'argent, une liasse d'argent. Je peux dire que c'était 1 million. Parce que quand les billets de banque sont encore bien neufs là, on peut mettre 1 million, tu t'en rends. Donc, c'est facile à arrêter en main. Il m'a sorti une liasse de billets, il m'a montré que ça, ou 2 comme ça là. Dès que je lui donne, il me donne 2 comme ça là. Si je donne 3 fois par mois, c'est lui-même qui compte. Hein. Si je donne 3 fois par mois, c'est 2 millions. Ça fait 6 millions. Et ma vie est belle et tout et tout. Il dit, ok, monsieur, j'ai compris. Il me dit que quand tu es prête à commencer, tu me fais signe. Il dit que ok. Il prend 200 000, il me donne. Il me dit que ok, ça c'est pour ton taxi. On s'appelle. Il dit que ok, maman. Et je suis arrivée à la maison, j'ai bloqué le numéro du monsieur, je n'ai jamais rappelé. J'ai effacé son numéro. Je ne sais pas s'il a essayé de m'appeler, mais je sais quand même qu'il a essayé de m'appeler avec un numéro inconnu. Un jour, quand j'ai décroché, j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché. La dernière fois où j'ai eu une proposition pareille, parce que j'ai eu des propositions comme ça 3 fois. La dernière fois où j'ai eu une proposition pareille, c'était au niveau du lycée bilingue. C'était vers 20h, 22h, oui, je rentrais du travail. Quand je me mets en route pour prendre le taxi là, on appelle c'est l'hôtel du Plateau. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle là-bas, non? Aussi, c'est l'hôtel du Plateau, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a une Texaco là. Je ne sais pas si on appelle ça la Texaco, mais moi je dis Texaco parce que ça ressemble à la Texaco au Misport. Donc il y a une Texaco là, j'étais placée là pour prendre le taxi. Et il y avait des prostituées là aussi qui étaient là pour leur travail. Une voiture vient et gare. La fille, elle s'approche. Elle pensait que je travaille aussi. Quand le monsieur gare, il me demande encore, je dis que non, je suis là pour prendre le taxi. Et apparemment, lui n'est pas un taxi. Voilà les filles qui travaillent là-bas. Je l'explique comme ça que moi, j'étais bien habillée, j'avais un pantalon. Je n'avais pas de mini-jupe ni de mini-culotte. J'étais bien habillée. J'avais un pantalon et un haut longue manche avec un foulard sur la tête. Donc, je ne peux pas dire que j'étais mal habillée. Je lui montre le côté où il y a les filles de joie qui étaient en train d'attendre les clients. Il me dit que non, c'est moi qu'il veut voir. Quand il me dit que oui, c'est moi, il ne veut pas causer, il m'a dit ok, je me mets à ses côtés. Je me penche sur
sur sa voiture pour écouter. Il y a une des prostituées là qui est venue à côté pour écouter de quoi on était en train de parler. Et puis quand elle se met, il commence à me dire que même chose que le premier monsieur m'avait dit. Oh, j'ai une belle âme. Oh, je suis une belle personne. Oh, il ne sait pas pourquoi j'ai tant de problèmes. Il est là pour changer ma vie. Patati patata, c'est monté, c'est descendu. Au fin, quand il a commencé avec les héros, j'ai changé ma vie puisque j'avais déjà suivi cette chanson-là 2 fois. Il a dit que papa, va gros au but. Moi, il se fait des attaques, je veux rentrer chez moi. Il me dit, oh, ok, je voulais te proposer quelque chose. Je ne sais pas, si on pouvait faire un business à 2. J'aimerais que tu me livres souvent les couches de bébé. Que si je peux lui trouver ou les couches de bébé ou les garnitures, les garnitures, les protèges des femmes. Si je peux lui trouver quelque chose entre les deux là, on commence à faire le business, même à partir de demain matin. Je restais, je suis devenue glacée sur place. Comme la fille, j'ai dit au début qu'il y avait une fille qui est venue se mettre derrière pour écouter de quoi on parlait. Donc le monsieur a pensé qu'on était ensemble. Quand je lui ai dit que papa, je suis pas vraiment intéressée, je suis en train de rentrer à la maison. La fille, quand je dis que je ne suis pas intéressée, je suis en train de rentrer à la maison, la fille qui était à côté de moi me pousse. Elle me pousse, elle dit, Kaka, quitte là-bas. Monsieur, je suis intéressée. Elle entre dans la voiture du monsieur, elle claque la porte. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Comme pour dire aux jeunes filles que le dehors est mauvais. Le dehors aussi est mauvais. Il n'y a rien de simple dans ce monde. Rien de facile. Je suis sûre qu'il y a des jeunes filles qui font ces choses-là, qui donnent leur garniture, qui ramassent les couches des enfants des gens qui donnent là-bas. Il faut faire vraiment attention, il faut beaucoup prier. Parce que vraiment, il n'y a que Dieu pour nous protéger dans ce monde. Il n'y a que Dieu seul pour nous protéger. J'aimerais demander à toutes les jeunes filles, les jeunes filles là, de faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand on te propose quelque chose, il y aura toujours le revers de la médaille. Comme tu donnes, on te donne là. Un matin, ton tour va arriver et tu vas gérer le retour. En tout cas, merci DMG pour ton concept. Moi, ça me distrait quand je ne suis pas au travail. Quand je suis à la maison là, je mets ça. Je passe la journée. Très bien. Merci et merci pour le concept et pour tout ce que tu fais pour nous. J'espère que je n'ai pas été très longue. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut DMG. Je profite pour raconter une fois 2 histoires. La deuxième histoire, elle s'est passée quand j'étais encore au collège. Quand j'étais au collège, on avait une camarade. Son père était avocat international. La fille, elle avait toujours les habits. Quand on se voyait au quartier, elle avait toujours les habits à la mode, les téléphones. Le temps, là, le téléphone était vraiment... Les gens qui avaient le téléphone, quand même, on savait que non, tes parents respirent. C'est comme ça qu'elle venait là. En tout cas, elle était toujours à la mode. Elle était la plus enviée de la classe. À un moment, on a constaté que la fille ne venait plus constamment, elle ne venait plus régulièrement à l'école. Son père était malade apparemment. Son père était malade et son père est décédé. Quand son père est décédé, elle a commencé à manquer l'école. Aujourd'hui, elle vient faire une semaine, elle ne vient pas et tout. Et comme elle avait peut-être, je ne sais pas trop, un lien de parenté avec la fondatrice de l'établissement, bon, c'était normal que si c'était nous les personnes lambda, on n'allait pas accepter quand tu as fait une semaine sans venir, conseil de discipline, après on t'exclut. Et c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Mais comme c'était un membre, voilà, vous avez compris. Je ne vais pas tourner autour du pot. C'est comme ça que un jour,
constate qu'elle ne vient plus régulièrement à l'école et puis on fait un groupe, on décide d'aller chez elle puisque son père était mort. Bon, nos parents respectifs avaient refusé qu'on aille à la veillée puisqu'on était encore trop petites. Si j'avais trop à l'époque, là, j'avais 13 ou 12 ans. C'est comme ça qu'on arrive chez elle. Quand on arrive chez elle, elle nous reçoit d'abord au portail. Elle nous dit que non, on ne peut pas entrer, que c'est mieux qu'elle nous reçoive dehors. Ok. On finit de causer avec elle et puis chacun rentre. Et puis un autre jour, comme moi j'étais courageuse, j'étais la courageuse du groupe, je débarque chez elle un jour, je la trouve avec ses petits frères. Elle me dit qu'on ne peut pas rester là à la maison, qu'il faut qu'on sorte. Je dis ok, on sort, on arrive chez moi, puisqu'on n'était pas dans le même quartier, mais on pouvait arriver chez moi à pied. Donc, on pouvait arriver chez moi à pied. On a commencé à faire les 100 pas là pour arriver chez moi. C'est comme ça qu'en cours de route, elle me dit que si elle nous empêche de rester chez elle, c'est parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent chez eux depuis que son père est décédé. Je lui dis que les choses comme quoi? Raconte-moi, puisque moi j'étais sa bestie à cette époque-là. J'étais sa Chinda. Moi, je portais toujours son sac et les déjeuners et tout. Et c'est elle qui faisait mon déjeuner de la semaine. Quand moi, on me donne 1000 francs pour la semaine, je mange à l'école comme un enfant de riche. Grâce à elle, je mangeais comme un enfant de riche. C'est comme ça qu'elle me raconte que depuis que son père est mort, 2 fois dans la nuit, il y a quelqu'un. Quand eux ils dorment, ils finissent de manger, ils laissent les assiettes sales, comme ils ont l'habitude de laisser que le matin on va laver. Dans la nuit, ensuite, quelqu'un lave les assiettes dans la cuisine, nettoie le sol et prépare la nourriture. Quand il se lève le matin, il y a la nourriture dans la cuisine. Depuis que son père est mort, c'est comme ça, presque tous les jours. J'ai commencé à avoir peur. Le courage a fui mon corps. Et c'est quelle histoire? Jusqu'à je suis venue ancrer dans la maison là. Il me dit que oui. Et sa mère a appelé un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste a dit à sa mère que leur maison est consacrée, que leur père a consacré la maison et que il ne peut rien faire. Tout ce que elle peut faire avec ses enfants, c'est de déménager ou bien de détruire la maison. Si elle ne veut pas détruire la maison, elle déménage, elle laisse la maison. Que quand son père vient dans la journée, il est assis là, puisqu'il avait une chaise, comme les chaises des grands-pères à l'époque. Quand nous on venait même là-bas à la maison, on le voyait toujours, il était assis sur ça, quand il était encore vivant. Il est assis sur ça, ça se balance, ça vient devant, ça part derrière lui. Il avait ce genre de chaise-là. Elle me racontait que quand le prêtre exorciste dit que quand il est là en journée, c'est sur la chaise-là qu'il est assis. Il est là toute la journée, il est assis là sur la chaise. Dans la nuit, il fait les travaux de la maison. Il lave, il balaie, il lave les assiettes, il prépare. Je lui demande que Mako, vous mangez souvent la nourriture là, comme il prépare. Elle me dit que on ne mange pas, mais il y a toujours la nourriture. Quand le matin arrive, maman verse, mais s'il arrive, il trouve que il y a pas, les marmites sont vides, il prépare. S'il trouve qu'il y a la nourriture, il réchauffe la nourriture. Je lui demande que je lui demande si personne n'a essayé de sortir un jour dans la nuit quand il est en train de laver la maison, quand il est en train de faire le ménage, il dit que maman, c'est maintenant que je me rends compte que moi-même ma question était bizarre. Si moi-même ce que je vais sortir, que j'ai dit, moi je n'allais même plus vivre dans la maison là, la première fois que je viens, je trouve la nourriture à la cuisine, je n'allais même plus vivre là-bas. C'est comme ça, notre ami là, après sa mère a forcé de rester à la maison, forcé, les enfants ont commencé à tomber malades, elle a perdu un enfant. Quand elle a perdu un enfant, après, sa vie a commencé à faire un genre, elle a déménagé, elle est allée au village. C'est comme ça que ce qui me fait me rappeler de cette histoire, c'est que
J'ai croisé ma camarade là au marché du Fundi l'autre jour. Quand je l'ai croisée, elle vit déjà avec un homme. Mais quand je l'ai vue, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne ressemble pas à une fille qui a vécu vraiment la vie qu'ils ont vécue. Donc, c'est ce que je voulais raconter. Merci DMG pour tout ce que tu fais. Likez, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Aux citoyens du monde reviennent dans la grande communauté avec une petite histoire. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue dimanche passé. Ce jour-là, je suis rentré du boulot aux environs de 15h30. Je suis arrivé à la maison. Malheureusement pour moi, il y avait des lestages. Et puis, il faisait extrêmement chaud. J'ai donc décidé de faire un saut à la plage, puisque la plage est à peut-être 1 kilomètre de la maison. J'ai donc essayé de cheminer par là pour me rafraîchir un peu. Lorsque je suis arrivé, c'était tellement saturé. Ce jour-là, on dirait que c'est toute la ville qui était à la plage. J'ai donc décidé de contourner pour aller plutôt de l'autre côté, puisqu'il y a le secteur est très grand quand même. Quand je guettais de l'autre côté, il n'y avait presque personne. J'ai donc décidé de contourner pour aller plutôt de ce côté-là. Lorsque j'arrive, j'essaie de me déshabiller. Je range mes habits au pied d'un cocotier là. Je cherche un peu à uriner avant d'aller piquer une tête. À côté du point où je rangeais les habits là, je remarque un grand sac de voyage entrouvert de côté. Quand j'y jette un œil, c'était un sac plein de billets de banque, les billets neufs, les billets de 10, flambant neufs. Subitement, j'ai eu un froid qui m'a traversé tout le corps. Mes poils se sont dressés. J'ai tout de suite compris que ça, c'est pas une situation classique. J'ai seulement fait un quart de tour, j'ai repris mes vêtements, je me suis vêtu. Et quand je rejette encore l'œil là-bas, il n'y avait plus, même l'ombre du sac n'existait plus. Directement, j'ai compris que ça, c'était une tentation bizarre, ça. Donc, si je prenais l'argent là, je ne sais pas ce qui devait se passer. Donc, c'est pour dire ici aux gens de faire très attention. Les gens qui sont que argent à tout prix là. C'est vrai, c'est dur, mais bon, c'est pas tout argent qui est bien à ramasser, hein. Parfois, on en paye le prix de sa vie en faisant certaines choses. Je rends grâce au Seigneur ce jour-là de m'avoir donné l'esprit du discernement, de comprendre tout de suite que ça, ce n'était pas bien. Et puis, c'est l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille. Donc, vraiment, il faut être sur ses gardes. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit prendre et partir utiliser. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Partagez, likez, commentez. Salut. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.